Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Charles-Éric Claes. Vous avez été auditeur du travail d'UNO pendant 24 ans. Vous venez juste de prendre de nouvelles fonctions au sein de l'IFJ, donc l'Institut de formation judiciaire. Bonjour Charles-Éric Claes, merci de me recevoir. Bonjour, avec plaisir. Alors, c'est une question rituelle que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que vous êtes devenu auditeur du travail? Après, vous allez m'expliquer ce que c'est. Alors, pour arriver à l'auditorat, il faut des études de droit comme partout en magistrature. Moi, j'ai fait une licence spéciale après mes études à l'UCL. Je suis passé à l'ULB, j'ai fait une licence spéciale. J'ai fait 3 ans de stage d'avocat et pendant mes 3 ans, j'ai souhaité ne faire que du droit social. Et donc j'ai passé le concours de magistrature en 2e année que j'ai réussi directement. Et puis je suis rentré comme stagiaire en 1998 à l'auditorat et j'ai gravi ainsi les échelons jusqu'au poste d'auditeur, donc de chef de corps de l'auditorat. Alors, c'est quoi un auditeur du travail? Si on peut l'expliquer simplement. Alors d'abord, c'est unique au monde. Donc ce n'est déjà pas facile pour les Belges de comprendre, mais c'est certainement pas facile à l'international non plus. On est en fait l'équivalent d'un procureur du roi, mais on ne fait que du droit social et de la sécurité sociale. Le procureur du roi prend en charge toutes les affaires criminelles, les vols, les viols, les braquages, etc. Nous ne prenons en charge que la sécurité sociale, on va directement voir quoi, et ainsi que la répression du travail au noir. Donc pour les auditeurs, j'ai interviewé, je pense que c'est l'épisode numéro 3 de la saison 3, donc Jean-Marc Meyer, qui est l'ancien procureur du roi de Bruxelles. Et donc vous pourrez en savoir plus sur ce qu'est un procureur. Donc vous venez de me dire qu'il y a en fait 2 volets au travail d'auditeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Alors en effet, on a une double casquette. D'abord une casquette civile, c'est-à-dire qu'on va recevoir toutes les requêtes, donc toutes les contestations qui sont déposées par le citoyen contre un institut de sécurité sociale. Par exemple, vous êtes chômeur, vous venez de recevoir une décision de la part du chômage qui vous exclut parce que le chômage croit que vous cohabitez avec quelqu'un et que vous ne l'avez pas déclaré. Eh bien, cette contestation va arriver à l'auditorat du travail pour qu'on puisse recueillir toutes les informations nécessaires et monter le dossier. Une fois qu'on estime avoir toutes les informations utiles, on l'envoie devant le tribunal qui, lui, rendra un jugement. Donc si je comprends bien, donc le chômeur, imaginons que ce soit moi, je me fais exclure, je ne suis pas contente et il me semble que sur les documents, il est indiqué si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller au greffe, déposer une contestation. Et donc la personne arrive au greffe, dit voilà je ne suis pas content, dépose un écrit et cet écrit, il arrive sur votre bureau, en tout cas il arrivait sur votre bureau, et vous dites vous montez le dossier, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que, comme un procureur du roi, vous faites assister de la police? Alors effectivement, on a des pouvoirs très larges, comme le procureur du roi. Donc le premier acte qu'on va poser, la première demande qu'on va formuler, c'est d'abord à l'institution de sécurité sociale qui a pris la décision de nous envoyer son dossier. C'est quand même le principal. Et souvent, l'assuré social, donc la personne qui conteste, n'a pas accès à son dossier. Donc on est là pour l'aider dans cette démarche. Et puis sur la base du dossier, on va pouvoir alors demander différentes enquêtes, notamment par la police pour faire, si c'est un problème de cohabitation, pour faire des enquêtes de voisinage. Donc on va envoyer la police chez les voisins, voir si effectivement vous vivez ou pas avec quelqu'un. On peut demander vos revenus au fisc, on peut envoyer des courriers à votre employeur pour avoir certaines informations. Et donc une fois qu'on considère qu'on a vraiment tous les éléments pour le dossier, c'est là qu'on le renvoie alors au greffe. Et donc, une fois que c'est renvoyé au greffe, on a un rendez-vous devant le tribunal du coup. Voilà, donc le greffe va fixer votre dossier devant le juge, c'est-à-dire qu'il va vous donner une date et vous venez accompagné ou pas d'un avocat. Et en droit social, la particularité, c'est que vous pouvez venir accompagné d'un membre de votre famille ou de votre syndicat.
C'est la seule matière dans laquelle on peut d'ailleurs avoir comme ça un syndicat ou un membre de la famille au sens très large. Parce que contrairement à d'autres matières, on ne limite pas au 4e degré. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir avec un cousin éloigné, avec un arrière-grand-oncle, s'il a encore les compétences nécessaires pour venir, et vous allez donner au tribunal vos arguments pour dire pourquoi vous contestez la décision. Et ensuite, forcément, l'avocat de l'institution va donner ses arguments et l'auditeur va rendre un avis. Soit un avis écrit, soit un avis oral. Donc, si le dossier est simple, on va rendre un avis oral. Par exemple, vous contestez une décision de votre mutuelle qui a considéré que vous êtes apte au travail. On vous a demandé un certificat médical. Il est correct. L'auditeur va simplement dire qu'on souhaite recourir à une expertise. C'est un avis oral. Dans les affaires les plus complexes, l'auditeur va déposer un avis écrit en expliquant au juge quels sont les éléments du dossier, ce que vous réclamez, ce que l'institution considère être comme la vérité, si je peux dire, et finalement, dans quel sens le juge devrait trancher. Mais cet avis n'est qu'un avis. Oui. Donc ça ne lie pas la magistrature assise, ça ne lie pas le juge qui va rendre le jugement. Et de manière générale, de votre très longue expérience, est-ce que la plupart du temps le juge suit ou pas toujours? Ça dépend. Dans 95% des cas, il va suivre l'avis. On connaît la jurisprudence, donc on connaît à l'avance déjà vers où va aller le juge, parce qu'ils ont des jurisprudences qui sont établies. Oui, alors pour les auditeurs, je vous coupe, la jurisprudence, donc ce sont toutes les décisions qui ont été déjà prises par ce juge-là ou un autre dans cette matière-là, et donc on a comme un courant, et donc vous connaissez la jurisprudence, donc quand vous donnez votre avis, j'imagine que vous devinez. On devine. Alors parfois, on n'est pas d'accord avec la jurisprudence de tel ou tel juge, et malgré ça, on va rendre un avis contraire. Ce qui ne nous empêche pas, après, de faire appel. C'est-à-dire, on peut aller devant la Cour du travail pour tenter de faire revoir la décision du juge. Oui, parce que là, vous allez un peu vite. Donc, vous m'expliquez que vous connaissez la plupart du temps la jurisprudence du juge, et donc vous doutez s'il va vous suivre ou pas vous suivre. Et donc, le juge qui est indépendant rend sa décision, et vous pouvez faire appel, et le justiciable aussi. Tout à fait. Le justiciable aussi, l'institution aussi. Donc, voilà. Tout le monde peut faire appel, en fait. Nous, on peut faire appel, le Code nous dit qu'on peut faire appel dans l'intérêt de la loi. C'est-à-dire, en fait, qu'on peut faire appel notamment pour harmoniser la jurisprudence. S'il y a une différence de jurisprudence entre deux chambres d'un même tribunal, c'est-à-dire que dans le tribunal, il y a plusieurs chambres et plusieurs juges, vous pouvez avoir deux juges qui n'ont pas le même point de vue sur une même matière. Oui. L'auditorat peut faire appel dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire tenter d'harmoniser les différences entre ces deux juges. Et on peut faire appel aussi quand la matière touche à l'ordre public. C'est-à-dire, en fait, en sécurité sociale, on touche d'office à l'ordre public. C'est une matière qui a un intérêt pour l'État, avec un grand E, donc pour la collectivité. D'accord. Oui, ça c'est quelque chose pour le grand public qui est compliqué. Est-ce que vous pouvez étayer un tout petit peu plus ce que c'est l'ordre public en nous donnant un exemple ? Alors, aide d'ordre public, par exemple, toutes les matières qui sont sanctionnées pénalement. Est également d'ordre public la sécurité sociale à partir du moment où elle touche aux intérêts de l'État. Et en effet, la sécurité sociale rapporte à l'État. Tout le monde doit cotiser pour alimenter la caisse globale de la sécurité sociale, et puis l'État va redistribuer l'argent. Mais donc, à partir du moment où ça touche notamment aux intérêts de l'État, c'est d'ordre public. Et donc ça, c'était le volet civil. Est-ce que vous avez été souvent devant la Cour du travail pour essayer de faire évoluer la jurisprudence, justement ? On l'a déjà fait quelques fois, notamment en raison de divergences de points de vue entre magistrats du même tribunal. Sinon, ce qu'on fait, c'est on tente de prendre contact avec un avocat, s'il y a un avocat dans l'affaire, pour voir si lui ne va pas faire appel. Parce qu'il est plus facile finalement qu'un avocat fasse appel que le ministère public. Et pourquoi est-ce que vous estimez que c'est plus facile ? Question procédurale, donc c'est finalement l'acte
à déposer qui, pour le ministère public, n'est pas aussi facile que ça. Et donc, l'acte d'appel d'un avocat va être plus simple que l'acte d'appel du ministère public. Oui, l'acte d'appel d'un avocat, c'est un simple écrit oui. dans lequel il va décrire tous les griefs, donc toutes les choses qu'il a à reprocher au jugement qui a été rendu. Et donc, c'est simplement un document à déposer au greffe. Donc, c'est effectivement plus facile. Alors que pour vous, est-ce que vous pouvez expliquer, sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qui est compliqué en termes de procédure ? Alors, on doit rédiger en effet l'acte d'appel avec, comme pour l'avocat, tous les griefs, mais si c'est un justiciable, il n'est pas obligé de mettre les griefs. Donc en fait, en matière sociale, on a déformalisé tant la requête que l'acte d'appel. Un justiciable peut très bien contester une décision de l'ONEM en disant « je conteste, point », sans rien expliquer. D'accord. Contrairement à toutes les autres matières du droit dans lesquelles les parties doivent toujours expliquer pourquoi ils contestent. Et donc, pour le justiciable, c'est très facile de déposer un acte d'appel aussi, parce qu'il suffit qu'ils disent « je conteste la décision du premier juge ». Tandis que nous, ministère public, nous allons devoir tout expliquer, obtenir l'accord du parquet général, qui est donc le parquet qui est rattaché à la cour, donc c'est l'étage supérieur, si je peux ainsi dire. On doit obtenir son feu vert parce que c'est lui qui va défendre le dossier en appel. Et ensuite, on doit notifier aux parties notre appel. Donc en fait, la procédure est plus lourde. D'accord. Donc là, on est dans la partie civile. Vous pensez qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui doit être dit à ce sujet ? Alors je vais juste rajouter un point, c'est dans quel dossier est-ce qu'on rend les avis ? Parce que c'est vrai. Toute la sécurité sociale et tout le droit social ne sont pas obligatoirement communicables. Ça veut dire que le greffe, quand il reçoit une requête, une contestation de la part de l'assuré social, n'est pas toujours obligé de nous l'envoyer. En fait, on ne reçoit que dans certaines matières de sécurité sociale, qui sont l'assurance maladie-invalidité, les pensions, les allocations familiales, le chômage, et l'aide sociale au sens large, donc tout ce qui est notamment revenu d'intégration et aide sociale du CPS. Par contre, ne sont jamais obligatoirement communicables les accidents du travail, les maladies professionnelles et le contrat de travail. Donc, on ne verra jamais un auditeur dans ces matières-là, parce qu'il a suffisamment de travail à côté pour ne pas prendre volontairement ce type de dossier. Parce qu'en effet, il pourrait prendre volontairement ces dossiers pour rendre un avis à partir du moment où il estime qu'il y a un point de droit très important à trancher. D'accord. On va passer au deuxième volet, donc le volet pénal, donc la casquette pénale que vous endossez. Est-ce que c'est uniquement de la chasse au travail au noir ou est-ce qu'il y a d'autres matières dans lesquelles vous pouvez également intervenir ? Alors, on intervient également dans tout ce qui est bien-être au travail et accident du travail. Donc, dès qu'il y a un accident du travail grave ou mortel, l'auditorat va enquêter à charge de l'employeur pour voir s'il n'a pas commis des infractions au code du bien-être qui ont causé l'accident. Par exemple, on est obligé dans les travaux de toiture d'avoir des lisses de sécurité en bord de toiture pour empêcher la chute des ouvriers. Si l'employeur n'en a pas mis et qu'un de ses ouvriers est tombé et est décédé, on va pouvoir lui reprocher une infraction, ne pas avoir mis des lisses de sécurité, qui a entraîné la mort d'une personne. Et donc, on va également avoir une infraction en droit pénal. D'accord. Et donc, ça, c'est un exemple. Et puis, le gros de votre boulot, est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que le gros de votre boulot, c'est la chasse au travail au noir ? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est tout à fait ça. Donc, on traque le travail au noir et tout ce qui est non-déclaration à la sécurité sociale de la part des employeurs. En outre, on reçoit des chiffres à remplir par le service d'information et de recherche sociale. Ce service, c'est quoi ? C'est un service qui regroupe tous les services d'inspection, ONSS, INAMI, INASTI, ONEM, et qui va décider à un moment du nombre de contrôles qu'il doit y avoir chaque année en Belgique, qui sont organisés par les auditeurs du travail. Et donc chaque année, on reçoit un chiffre qui est actuellement de 10 000 contrôles, avec la répartition par secteur d'activité. Donc on sait qu'on doit faire
à peu près 4000 contrôles dans l'Eureka, à peu près 3000 dans la construction. Puis il y a le secteur de la viande, tout ce qui est abattoir et découpe de viande, le secteur du nettoyage industriel, le secteur des funérailles. Donc nous avons des listes de contrôles à effectuer. Mais à côté de ça, on peut aussi faire des contrôles d'initiative. Donc nous avons nos propres dossiers et les services d'inspection qui sont soumis à leur autorité administrative, c'est-à-dire à leur service public fédéral, ont également des missions administratives. Donc en fait, ces 10 000 contrôles, ce n'est qu'une partie de la mission des auditorat. À côté de ça, nous fixons nous-mêmes finalement nos priorités criminelles, c'est-à-dire on fixe nous-mêmes ce qu'on souhaite poursuivre dans l'arrondissement dans lequel on travaille. Parce que alors, je ne sais pas, moi, 10 000, ça m'a l'air beaucoup, ça m'a l'air énorme. Est-ce que ça l'est ou pas du tout? Non, énorme, ce ne l'est pas. D'accord. On les remplit plus d'ailleurs, okay. vu que les auditorats, quand ils reçoivent leurs chiffres, savent qu'ils pourront les remplir sans problème. Et actuellement, on tourne autour des 14 000 contrôles annuels qui rentrent dans les statistiques du CIRS. Donc, en effet, c'est des contrôles particuliers qu'on appelle multidisciplinaires, parce qu'il y a au moins 2 services d'inspection qui travaillent avec nous. Tout le reste des contrôles, et là il y en a des milliers par an, ne sont pas dans ces statistiques particulières. Je vais prendre un simple exemple. Pour le Hainaut, nous rentrions à peu près 5500 dossiers pénaux par an. Liège a à peu près 6000 dossiers par an. Donc vous voyez que ces 2 arrondissements font déjà plus que les chiffres qui sont demandés. Oui, tout à fait. Et alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend dans le grand public, il n'y a pas assez de personnel pour faire des contrôles. D'après ce que vous m'expliquez, ce n'est pas tout à fait la réalité. Alors si, c'est la réalité. Il faut faire une différence entre je n'ai pas assez de personnel, mais j'ai du personnel qui est compétent et volontaire. Parce que heureusement que les inspecteurs sont volontaires. En fait, en Belgique, il y a à peu près 900 inspecteurs sociaux, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, vu qu'il y a des milliers d'employeurs. Et donc, on ne sait pas contrôler tout le monde. On peut estimer qu'un employeur risque peut-être bien d'être contrôlé une fois tous les 5-6 ans, mais pas plus. Donc, il y a un véritable manque d'inspecteurs sur le terrain. D'accord. Et c'est un manque de volonté politique ou voilà, c'est du sous-financement comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je n'ai jamais eu la langue de bois, donc je dis clairement que c'est un manque de volonté politique. Je vais prendre un seul exemple, le dossier Google, enfin du chantier Google dans le Hainaut. Nous avons quand même réussi à l'auditorat à faire rentrer dans les caisses de l'État plus de 5 millions d'euros dans un seul dossier. Ces 5 millions d'euros pourraient payer plusieurs inspecteurs sociaux. Et mon auditorat n'est pas le seul à rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, les autres également. Et ils transigent également à hauteur de sommes très importantes. Donc cet argent n'est pas réinjecté dans la lutte contre la fraude sociale. Et donc là, malheureusement, il y a un discours politique qui est faux. Et sur le terrain, on ne voit pas les engagements qui sont promis depuis des années. Très bien. Alors on va revenir à ce volet pénal et on va prendre un exemple. Imaginons une entreprise X, on va dire que c'est une entreprise dans le secteur des transports et qui fait de la fraude sociale. Par exemple, elle emploie 10 chauffeurs routiers, on va dire 3 personnels administratifs et un certain nombre des chauffeurs sont payés au noir. Alors vous allez me dire que c'est peut-être pas tout à fait réaliste puisque il y a le tachygraphe, etc. Mais on va prendre cet exemple. Comment est-ce que dans la pratique, ça se passe pour l'employeur et pour vous? Alors pour vos auditeurs, d'abord, on va dire ce qu'est un tachygraphe. Oui. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. C'est vrai. C'est donc l'appareil de mesure du temps de travail et du temps de conduite qui est dans chaque camion. C'est un mouchard. Voilà. Alors, comment ça se passe? Les
les services d'inspection vont effectuer leur contrôle et donc on va vérifier si tous ces travailleurs avant le contrôle, qu'est-ce qui fait... Donc vous m'avez parlé tout à l'heure des contrôles que vous faites, mais donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous, auditeurs, vous vous dites, bon, on va cibler cette entreprise. Est-ce que c'est parce qu'elle a été dénoncée, ou est-ce que vous avez un signalement d'une institution qui dit là au niveau des chiffres il y a un truc qui cloche? Qu'est-ce qui... Oui. Quel est le point de départ? Le point de départ peut être multiple. Ça peut être des dénonciations. On reçoit toujours des dénonciations papier régulièrement. Il existe également ce qu'on appelle le Meldpunt, c'est-à-dire le point central de dénonciation qui est sur Internet. Donc, toute personne en Belgique peut se connecter grâce à sa carte d'identité et dénoncer de manière anonyme, parce que même si on encode sa carte d'identité, ça reste anonyme pour la personne contre qui on porte la plainte ou bien la personne qui est dénoncée, il ne saura jamais que c'est vous. Donc, on a un système comme ça qui permet d'obtenir des informations. On a également des informations de la police qui nous font remonter des informations de la part notamment de leurs indicateurs. Donc dans certains secteurs, nous recevons, même en droit social, des informations des services de police. On a des informations des différentes institutions de sécurité sociale qui peuvent en effet avoir des clignotants qui s'allument. Un employeur qui a engagé 10 travailleurs, mais qui bizarrement ne rentre jamais ses déclarations trimestrielles, c'est-à-dire qu'il n'annonce jamais à l'ONSS qu'il doit payer des cotisations. Là, il y a des clignotants qui vont s'allumer. En fait, il y a en Belgique un système informatique très performant qui met en relation différentes banques de données, différentes banques informatiques des différents services. Et donc, on a des clignotants qui s'allument en permanence. On peut également avoir l'auditorat qui décide de mener des actions dans tel ou tel secteur. Et donc, qui va lui-même établir la liste des entreprises qu'il va cibler. Donc, l'origine d'une enquête est vraiment diverse et variée. Ok. Donc, on va dire que c'est une dénonciation anonyme qui arrive sur votre bureau ou celui d'un collègue. Quelle est la première étape pour vous ? Alors, si c'est une dénonciation anonyme, la première étape, c'est la vérifier. C'est-à-dire qu'on va demander à l'inspection de passer quand même, voir dans l'entreprise ou bien tout près de l'entreprise si cette dénonciation est réaliste. Ensuite, en tout état de cause, dans tous les dossiers, on va mandater l'inspecteur social. Donc, on va lui écrire un courrier pour le saisir du dossier et lui demander de mener son enquête. Donc, l'inspecteur va devoir se rendre dans la société pour voir si, on a bien les fiches de paye qui sont établies ou bien si telle ou telle personne est effectivement déclarée. Donc, on se rend sur place. Et ensuite, on a les rapports pénaux ou bien les procès-verbaux de constat d'infraction qui sont établis par les services d'inspection qui vont nous revenir par la suite. Vous disiez que vous vérifiez l'information parce qu'il y a, j'imagine, encore de la délation gratuite, un voisin ou un concurrent qui veut nuire à l'autre. Ou une ex-femme, ou un ex-mari, ça arrive souvent. Ok, et donc vous ne prenez pas les dénonciations au pied de la lettre, vous faites une vérification préalable. Est-ce que ça arrive que ça s'arrête à ce stade-là ou Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a une série de dénonciations qui sera classé sans suite, je dirais, dans la semaine. Parce qu'on se rend compte que ça ne tient pas du tout la route. On passe devant l'entreprise. Si on vous dénonce, par exemple, des boulangeries clandestines, ce qui nous arrive, il suffit de passer devant le bâtiment 2 ou 3 fois pour se rendre compte que il n'y a pas d'odeur de pain, il n'y a pas de livraison, il n'y a personne dans l'habitation qui semble travailler. Et donc, il y a des dénonciations qui sont classées très rapidement. D'accord. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller mener l'enquête dans l'entreprise. Et j'imagine qu'en parallèle, on récolte les informations auprès des institutions, puisque vous parliez tout à l'heure de ce système informatique très performant. Alors oui, donc les inspecteurs vont se rendre en entreprise, sur chantier, donc ça dépend un peu de ce qu'on contrôle, il n'y a pas que les entreprises évidemment. Donc on se rend sur place pour effectuer les contrôles et en même temps, les inspecteurs vont en effet vérifier, suivant les infractions qui peuvent être reprochées à l'employeur, on va vérifier auprès de l'ONSS ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est auprès de la déclaration de l'ONEM, etc., etc. Par exemple, si on cherche des infractions en matière de chômage intempéries,
eh bien, on va forcément d'abord se connecter auprès de l'ONEM pour voir quelles sont les déclarations qui ont été faites par l'employeur. Si on cherche du travail au noir, la première des choses, c'est aller vérifier quelles sont les déclarations ONSS pour voir qui travaille pour l'instant, à l'instant X, juste avant le contrôle, dans l'entreprise. Comme ça, une fois que le contrôle commence, on sait qu'on est censé trouver que telle et telle personne, et que si on trouve quelqu'un d'autre, c'est qu'il travaille au noir. Alors, parfois dans la presse, on voit une information qui dit qu'il y a eu une descente dans telle entreprise et il y avait l'auditeur avec toute une série de gens. Est-ce que c'est quelque chose de courant ou est-ce que ce sont des types d'infractions très, très particuliers ou des opérations coup de poing pour un petit peu faire peur aux chefs d'entreprise ? Alors, la présence de l'auditeur n'est pas nécessaire en fait. L'auditeur va être présent sur place lors des grands contrôles ou bien de contrôles qui risquent de poser problème. C'est pratique tout simplement parce que si c'est un grand contrôle, on sait d'office qu'on va être contacté par tous les services d'inspection et donc il est plus facile de donner ses directives sur place et d'apprécier la situation sur place. La majorité des contrôles ne se déroulent pas comme ça, l'auditeur n'est pas présent sur place. Ce ne sont que les services d'inspection et ou les services de police qui sont présents. D'accord. Donc une fois que tous les contrôles ont été faits, que tous les PV, puisque j'imagine que ce sont des PV qui sont dressés, reviennent sur votre bureau, et là, c'est la deuxième partie du travail qui commence ? Alors là, oui, c'est un magistrat qui va être en charge du dossier, qui va vérifier le contenu du dossier, voir si on a toutes les informations nécessaires, s'il n'y a pas des oublis de la part des services d'inspection, si on peut éventuellement confirmer tout ce qui est dans le dossier. Une fois qu'on est certain qu'on a bien toutes les informations dans le dossier et qu'on peut donc considérer que le PV est correct, ce qui arrive dans, je dirais, 90% des cas, eh bien, on va pouvoir alors citer devant le tribunal correctionnel. Si on estime qu'on n'a pas toutes les informations, ou bien qu'il y a des contradictions entre rapports pénaux, quand vous avez plusieurs inspecteurs, plusieurs inspections qui travaillent dans un même dossier, vous pouvez parfois avoir des contradictions dans leurs rapports. Eh bien, on va relancer la machine, c'est-à-dire qu'on va renvoyer vers les inspections pour demander des compléments d'enquête, pour demander des explications, etc., etc. Donc c'est vraiment quand tout le dossier nous semble mûr pour être cité qu'on va alors procéder à la dernière étape, qui est le choix à faire. Alors on a plusieurs possibilités. Soit on cite devant le tribunal correctionnel, soit on va transiger, c'est-à-dire qu'on va proposer une somme d'argent à la personne qui a commis l'infraction, ce qui va éteindre l'action publique, c'est-à-dire qu'après le paiement, le ministère public ne pourra plus citer devant le tribunal correctionnel. On peut éventuellement proposer une médiation. Ça, un simple exemple, vous avez une entreprise de toiture qui ne pose pas ses lisses de sécurité dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu d'accident. Il y a simplement le contrôle du bien-être, inspection spécialisée dans le bien-être au travail, qui passe, qui constate l'infraction, qui dresse procès-verbal. Le procès-verbal nous arrive, on pourrait très bien proposer en fait à l'employeur de suivre une formation particulière en travaux de toiture ou en sécurité. Ce qu'on a déjà fait à plusieurs reprises dans le Hainaut. Et en fait, ça marche bien parce que l'employeur sort de là avec un bagage qui est plus intéressant pour la protection des travailleurs plutôt que de payer une amende qui ne lui apprendra rien. Et donc, on a ces possibilités qui s'offrent à nous. Et forcément, la plus dure pour le prévenu, pour la personne qui a commis l'infraction, c'est la citation devant le tribunal correctionnel. Et donc, là, c'est une audience classique, donc devant le tribunal correctionnel. Il est cité, donc il reçoit un papier, un document dans sa boîte aux lettres qui lui dit tel jour, telle date, vous avez rendez-vous devant le juge. J'imagine que l'auditeur est présent à l'audience. Effectivement, l'auditeur étant le ministère public, il est obligé d'être à l'audience, il n'a pas le choix. Et là, ce n'est pas un avis qu'il rend, il doit requérir, c'est-à-dire qu'il doit démontrer au juge qu'il a raison. Et que sa citation est fondée. C'est-à-dire que les incriminations, les préventions qui sont reprises dans la citation doivent être confirmées par le dossier. Mais il y a quand même une particularité en droit pénal social. Contrairement à toutes les autres matières,
quand il y a un procès-verbal d'un service d'inspection, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire en fait que c'est la personne qui a commis l'infraction qui doit démontrer que le contenu du procès-verbal n'est pas correct. Alors en pratique, c'est vrai que c'est quand même le ministère public qui va, comme toujours, se lever en premier, vu qu'on requiert debout, et qui va requérir. Mais on peut très bien dire, vous avez un procès-verbal, vous n'avez pas de contestations qui sont très fortes, et donc, vous, juge, vous devrez condamner monsieur, madame, parce que ces contestations ne permettent pas de renverser le contenu du procès-verbal. D'accord. Donc c'est un autre mindset en fait. Ah, tout à fait. C'est beaucoup plus facile finalement de requérir en matière de droit pénal social qu'en matière de droit pénal classique, parce qu'on ne doit pas rapporter nécessairement la preuve de tous les éléments, vu qu'on se fonde sur un document qui a une force probante spéciale. C'est intéressant comme façon de procéder. Et donc là, c'est le parcours classique d'un dossier. Donc, une fois que les débats sont clos, le juge prend en délibéré, il rend son jugement, et donc il y a là aussi une possibilité de faire appel. Oui, tout à fait. Tant de la part du prévenu que de la part du ministère public. Ici, le ministère public va régulièrement en appel, parce que c'est notre rôle d'aller en appel dans ce cas-là, quand la peine n'est pas suffisante, ou bien quand il y a une erreur dans le jugement, ça arrive, surtout en droit pénal social, parce qu'on a des multiplicateurs d'amendes auxquels il faut faire attention. Et donc, on va régulièrement en appel. Oui, parce qu'il y a ces erreurs, comme on dit, matérielles, et qu'il faut peut-être... Effectivement. Et tout simplement, c'est des erreurs, par exemple... Quand je dis le multiplicateur d'amende, en effet, si vous avez 10 travailleurs qui ne sont pas déclarés, l'amende minimum va être multipliée par 10. Oui. Il arrive que le juge oublie un travailleur. Parce que quand vous en avez 2, ça va encore. Quand vous en avez 82, il faut bien les identifier. Et donc, il arrive qu'on en oublie un. Donc ça, c'est le rôle du ministère public, de vérifier le jugement. Et s'il y a une erreur, d'aller en appel. Alors quand je vous écoute là expliquer ce métier, j'ai quand même l'impression, ça va peut-être choquer vos collègues du parquet, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, vous êtes beaucoup plus du côté du citoyen, du travailleur. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, ou c'est de nouveau une vue de l'esprit de ma part ? Non, l'auditorat est un auditorat social. Donc, tant dans sa casquette civile que dans sa casquette pénale, le but est certainement d'être proche du citoyen. Alors, il ne faut pas confondre l'auditorat avec un chevalier blanc. On n'est pas là pour venir aider le citoyen envers et contre tout. Donc notre rôle, c'est vraiment, dans notre rôle civil, c'est vraiment dire qui a raison dans le litige. Nos pouvoirs, notamment de demander les dossiers aux institutions de sécurité sociale, sont forcément là pour aider le citoyen. Mais si le citoyen a tort, on ne va jamais plaider pour lui. On n'est pas l'avocat du citoyen. Et de l'autre côté, en pénal, tout le droit pénal social est fait pour protéger le travailleur. Donc effectivement, là, notre rôle est de vérifier si l'employeur a bien respecté la loi sociale, notamment dans le but de la protection du travailleur, parce qu'en fait, l'employeur a une obligation de résultat, c'est-à-dire que le travailleur doit arriver avec 2 pieds, 2 yeux, 2 bras le matin, et il est censé repartir dans le même état le soir. Et donc, le bien-être au travail, forcément, est fondamental. Mais la sécurité sociale est fondamentale aussi, parce qu'il y a des travailleurs qui ne savent pas qu'ils ne sont pas déclarés à l'ONSS. Oui. Et qui s'en rendent compte tout d'un coup, parce que après quelques années, ils sont malades ou ils demandent le chômage, et on va leur dire « Ah ben, il n'y a jamais eu de cotisations qui ont été payées pour vous. » Et donc, l'auditorat est également là pour tenter de récupérer les cotisations et en tous les cas sanctionner l'employeur. Vous avez passé 24 ans à l'auditorat. Est-ce que vous avez aimé ce job ? Moi, je pense que je connais la réponse, rien qu'à vous voir vous animer quand je vous ai posé la question précédente. Oui, non, c'est un job exceptionnel parce que en effet, comme on le disait juste avant, on est proche du citoyen en fait. Et donc on a vraiment un rôle fondamental à jouer pour
pour le citoyen, on a un rôle fondamental pour la sécurité sociale, je trouve. Et donc, c'est vraiment un job que j'ai aimé. Je suis parti simplement parce que comme chef de corps, on a des mandats de 2 fois 5 ans et que mon deuxième mandat arrive à expiration. Et donc, à un moment, il faut pouvoir se réorienter également. Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous ? Parce que je suis sûre que vous avez des tas de choses à raconter. Oh, il y a des anecdotes drôles, il y a des dossiers beaucoup moins drôles. Donc, dans les anecdotes assez farfelues, j'ai un jour été attendu par des employeurs auprès de ma voiture. Mais ils ont été assez bêtes pour le faire juste devant le poste de police. Donc, ils ont été vite embarqués, forcément. Moi, je n'ai rien eu. Dans les anecdotes beaucoup moins drôles, c'est quand vous arrivez sur un accident du travail mortel. Et donc que malheureusement, comme ça m'est déjà arrivé, vous avez un jeune de 18 ans qui est mort. Et quand vous arrivez et que le corps est toujours là, parce que la police garde le corps pour voir quels sont vos devoirs d'enquête, on vous dit les parents sont arrivés avant vous. Et vous devez gérer à la fois l'enquête et à la fois les parents. Et donc là, voilà, il n'y a pas tous les jours, ce n'est pas aussi drôle que ça le métier de magistrat, surtout magistrat du ministère public. C'est vrai qu'on peut aider les gens, mais à côté de ça, on touche aussi à la misère humaine, que ce soit la misère sociale, parce qu'on va avoir des dossiers en matière de revenus d'intégration sociale, d'aide sociale, qui sont vraiment les derniers filets pour la population. S'ils n'ont pas ça, ils n'ont plus rien. Et on touche aussi à la misère humaine dans ces accidents du travail, et il y en a énormément, parce qu'on se rend compte finalement que les gens perdent tout, ou les parents perdent tout. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien très intéressant. Avec plaisir. Un grand merci également. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.